Alors, la quatrième table ronde est extrêmement importante puisqu'il s'agit de parler de l'éclairage des comités éthiques, des espaces qui soutiennent, sécurisent et redonnent du sens aux équipes. Et donc, je demande à Madame Fabienne Douaret, chargée de mission à l'espace régional éthique Auvergne-Rhône-Alpes, de nous rejoindre puisqu'elle va animer cette table ronde. Madame le docteur Marie-Noëlle Varlet et Monsieur le docteur Jacques Labrosse, médecin et membre de l'instance éthique du 43, Haute-Loire. À Monsieur Romain Walter, directeur du GCSM, un chez-soi d'abord métropole de Lyon, du CSA. De Madame le docteur Marie-Cécile Dodiane, médecin coordinateur en EHPAD, petite sœur des pauvres, membre de la MC 69. Et Madame Christelle Arbeau, membre permanent de l'espace de réflexion éthique du groupement des services de protection juridique des majeurs de l'Ain et directrice de l'ATMP. On vous laisse démarrer. Julien. Bonjour à tous. C'est la dernière table ronde qui va clôturer la journée avant la synthèse finale. Donc, merci d'être restés au bout de l'histoire. Cet événement, on l'a conçu avec plusieurs partenaires, notamment l'espace éthique que nous représentons, que je représente avec mes collègues. Et il nous paraissait intéressant d'aller évoquer peut-être un sujet qui concerne des endroits où on va déposer un questionnement éthique. Alors, quand on évoque cette question-là, on est bien sûr dans un contexte aujourd'hui où les équipes du soin et de l'accompagnement sont face à des difficultés, des situations de plus en plus complexes. Et finalement, on se dit que, on a pris le postulat, les collègues de la table ronde, c'est que peut-être ces comités apparaissent comme des espaces rares, des lieux où l'on peut déposer, réfléchir, débattre et surtout retrouver du sens. Ils ne sont ni des tribunaux, ni des instances de contrôle. Par contre, qui sont-ils? Sont-ils des espaces de respiration, de soutien, de sécurisation, là où l'on peut penser ensemble ce qui parfois est difficile de penser individuellement ou collectivement? Aujourd'hui, nous allons explorer à travers des regards croisés, des expériences singulières, pourquoi et comment nous pensons tous sur cette table ronde que l'éclairage des comités d'éthique peuvent être des espaces qui soutiennent, sécurisent et redonnent du sens aux équipes. Alors nous allons vous proposer un premier temps qui va être une présentation très courte de mes collègues de la table ronde pour savoir d'où ils partent et de quels sont leurs lieux d'exercice. Et puis nous irons après explorer la singularité des territoires qui sont concernés, leur champ d'intervention sanitaire et médico-sociaux, au travers d'un questionnement que l'on partagera ensemble. Je vais laisser la première présentation, je crois que c'est Marie-Noëlle. Voilà. Bonjour. Donc nous sommes avec ma collègue Marie-Noëlle Varlet qui se présentera après. Nous venons tous les deux vous parler très rapidement de l'association Instance Éthique 43 et en quoi on a le sentiment que bien modestement elle peut parfois aider et soutenir les professionnels au travail dans le médical et dans le médico-social. Personnellement, pour me présenter, j'ai une longue carrière de médecin généraliste et je suis maintenant médecin coordonnateur en EHPAD et un petit peu retraité en même temps. Notre association a donc été créée en 2022. Historique très bref, en 2018, plusieurs personnes qui travaillaient, et ça pour nous c'est important, dans des structures d'aide à domicile, on en a beaucoup parlé à la table ronde précédente, ont été gênées, frappées par... C'est mieux comme ça le micro? Oui, ok.
ont été gênés et frappés par l'isolement total face aux problèmes éthiques des soignants à domicile et en particulier des auxiliaires de vie à domicile. Donc elles ont voulu monter cette association, Covid arrivant, tout a démarré 2 ans après, en 2022. Je vois avec beaucoup d'émotion et de fureur que j'ai commencé par une faute d'orthographe, je vous prie de m'en excuser. Donc cette association a été montée en 2022. Actuellement, comme toute association, des adhérents individuels, une 50aine, mais surtout aujourd'hui des adhérents personnes morales, à savoir 55 structures de la Haute-Loire qui sont adhérentes et en convention avec notre association qui est départementale. Vous voyez les chiffres, c'est pas la peine que je vous les donne. À chaque fois, c'est un temps de présentation de l'association au niveau aux professionnels et c'est leur expliquer nos différents champs d'intervention. Le premier étant la mise en place d'un comité d'éthique qui n'a rien de révolutionnaire en tant que comité d'éthique, si ce n'est qu'il est à disposition à la fois des structures du domicile et des structures médico-sociales, EHPAD, monde du handicap, SMR, voire hôpitaux locaux. Comme tout le comité, il est pluriprofessionnel. Alors, il est très mal représenté ici parce qu'on est 2 médecins à le représenter, alors que sur les 20 membres du comité, on n'est que 3 médecins. Enfin, c'est comme ça, on est un peu retraité, donc on n'est plus disponible pour venir vous en parler. Bien sûr, comme dans tout comité, il y a également des personnes qui ne sont pas soignants, il y a des aidants et on a 2 membres qui sont formés en éthique, ça on y tient vraiment, mais qui ne sont pas d'origine soignante, indépendamment des classiques philosophes et juristes qu'on retrouve à peu près dans tous les comités et dont on a bien besoin. Donc on vous parlera un petit peu plus, voilà, juste pour vous situer 2 chiffres. En 2025, on a eu 23 saisines de notre comité. Depuis qu'on existe, on est à donc 70-75 maintenant saisines. Et puis on a deux autres types d'activités, mais je vais passer la parole à Marie-Noël. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Marie-Noël Varlet, médecin gynéco-obstétricien à la retraite. Et je fais partie d'Instance Éthique, de REARA dans le comité d'orientation, dans le conseil d'orientation, et de Terre d'éthique à Saint-Étienne. Notre rôle de ce comité, c'est d'assurer des formations initiales et continues auprès des professionnels, mais aussi des étudiants dans les structures médico-sociales, dans les lycées, les facultés et la formation des paramédicaux. Et ensuite, c'est de rendre l'éthique accessible à tous dans le domaine de la santé et l'accompagnement. Et on organise des ciné-éthiques, des apéros éthiques. Nous sommes en train de présenter actuellement un théâtre documentaire sur les directives anticipées et la personne de confiance. On a eu des conférences, des débats citoyens. L'autre jour, c'était sur la sobriété et des rencontres pour les états généraux de la bioéthique. Voilà un petit peu notre travail de l'année. Merci Marie-Noël. Julien, je te laisse. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Mais je crois que c'est à moi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là cet après-midi. Donc, je suis Christelle Arbeau, directrice de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain, département dignement représenté aujourd'hui. Mais je vais parler au nom du groupement des services de la protection juridique des majeurs, donc qui est composé de l'AT-MP, mais également de mes collègues de l'ATPA et de l'UDAP. Dire quand même quelques mots sur la protection juridique pour remettre les choses au centre du débat. La protection juridique des majeurs, un sujet peu évoqué, mais représente 1 million de personnes protégées en France. Et on va faire face au mur démographique qui s'annonce et on annonce tout simplement un doublement du nombre de majeurs protégés en France d'ici l'horizon 2050. Donc je pense qu'il faut refixer un petit peu le cadre. Donc en fait, on a créé un groupement de coopération sociale en 2017
pour répondre à un premier appel à projet de mutualisation d'un service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, puisque l'idée du gouvernement, c'était d'éviter que la protection juridique des majeurs ne coûte trop cher, que les familles puissent se saisir de cette mission, mais pour que les familles puissent se sentir à l'aise, il fallait qu'elles soient soutenues et aidées. Donc on a commencé notre coopération là-dessus. Et puis, il y a eu un deuxième appel à projet de la DRETS, en fait, notre autorité de tarification, en 2019, si mes souvenirs sont bons, dans le cadre de ce qu'on appelle souvent maintenant régulièrement les situations complexes, qui partaient donc du schéma régional 2017-2022 de la protection juridique, et qui pouvait mettre en exergue le fait que quand des personnes en protection juridique commencent à poser des difficultés, ben voilà, ils passent de service en service ou de mandataire en mandataire, et que effectivement, ben les difficultés sont d'autant plus prégnantes le lendemain, et qu'il faut effectivement faire quelque chose. Et dans cette réponse à appel à projet, alors moi j'avais peu d'expérience, mais même pas du tout dans l'éthique. Par contre, moi, je suis tombée dans la protection juridique des majeurs il y a 32 ans. Et quand j'ai fini ma formation CAFDES en 2018, dans mon mémoire de fin d'études, je proposais la création d'un espace de réflexion éthique. Je ne pensais pas le mettre en place aussi rapidement que ce que j'avais écrit. Mais effectivement, dans cet appel à projet, un des axes, c'était la création d'un espace de réflexion éthique. Bien sûr, on a attendu que la crise Covid passe et on a démarré le projet en 2021. Voilà, les membres du... Donc voilà, on a une session par trimestre, une situation anonyme présentée par le mandataire qui peut être aussi accompagnée d'un autre professionnel. Il y a 18 membres permanents, donc des représentants des associations tutélaires, mais également 2 psychiatres, un représentant de l'AMDPH, un représentant de un appui qui s'appelle aussi le DAC, la directrice de l'ADEA, qui est un centre de formation de travailleurs sociaux, et l'éminent philosophe Pierre Bonjour, qui est parmi nous dans cette salle aujourd'hui, et je l'en remercie. Et il y a également un juge honoraire. Et on a aussi à l'animation Faustine Guida, qui est également présente et qui est notre chargée de mission du groupement. Voilà, on ouvre aussi à 3 invités. C'est une question qu'on s'est posée récemment. Donc, si un jour vous êtes intéressé, on verra comment vous pouvez retrouver les coordonnées de Faustine pour solliciter tout ça. Et on est en train de travailler ce qui est le plus compliqué, l'idée de générer des comptes rendus de ce qui se passe dans l'espace et de comment aussi on les diffuse à l'extérieur. Alors bonjour, moi je suis Marie-Cécile De Diane, je suis médecin coordonnateur. Je pense que voilà, je travaille à l'EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres sur Lyon-Croix-Rousse. C'est un EHPAD qui accueille 75 résidents avec la particularité d'avoir des ressources modestes et la présence et l'engagement d'une communauté de religieuses, des Petites Sœurs des Pauvres, qui sont sur place, avec également des soignants et des bénévoles dans cette structure. Alors, les Petites Sœurs des Pauvres, je ne sais pas si mes chiffres correspondent complètement, à peu près 1600 religieuses dans 153 maisons, moi j'avais, dans 31 pays sur 5 continents. Voilà, donc vous voyez, c'est multiculturel. Merci. En France, donc, il y a aussi, juste en France, 30 EHPAD et maisons de famille pour les Petites Sœurs des Pauvres. Alors, nos comités de réflexion éthique, c'est des petits comités assez humbles qui devaient se réunir tous les mois. Actuellement, on est à 3 voire 4 par an. L'idée était de partir de situations très pratiques, mais finalement complexes. Je vous donne des exemples. Par exemple, un résident continue de prendre sa voiture et conduire et il est avéré qu'il a des troubles cognitifs, des médicaments qui altèrent aussi la vigilance. Un résident demande toujours d'avoir le même soignant qui s'occupe de lui. Voilà, comment répondre à ça?
La question de la demande d'une présence d'une famille au repas, en salle à manger, où les personnes ont des difficultés, ont besoin d'aide. Un autre questionnement sur une famille, la présence au moment des soins. Voilà, comment réagir à ça. Donc, au préalable, on a tous été formés, ça a été dit tout à l'heure, c'est important la formation. En fait, ça nous a donné une culture commune. Cette formation, elle a été dispensée sur 1 ou 2 jours en fonction de l'implication à avoir dans le comité. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme, hein. Donc, on est parti un peu avec ce petit bagage. Le comité dans les EHPAD, il est animé, porté par la psychologue 040 ETP, hein, qui doit s'occuper de plein d'autres choses, aidé de l'infirmière coordinatrice et du médecin coordonnateur. Et après, dans le comité, d'autres personnes participent en fonction de la thématique. Donc, je dirais qu'il y a tout le temps des aides-soignantes, voilà, ou faisant fonction, toujours 1 ou 2 infirmières. Et puis après, on peut inviter un résident, souvent c'est le président du conseil de la vie sociale dans ce cas-là, un représentant des tuteurs ou un représentant des familles, nos collègues libéraux, les kinés sur une des thématiques qu'on a traitées, voilà. Et puis parfois, on a eu la chance d'avoir l'intervention d'une personne extérieure, on verra après, qui apporte aussi vraiment un plus. Oui, bonjour à tous, je suis Romain Walter, je suis directeur de Un Chez Soi d'abord Lyon. Alors je crois, d'après ce que tu me dis, c'est que ce matin il y avait déjà une petite présentation, une participation. Ah ok. Et donc des collègues du Chez Soi de Grenoble, donc on peut, comme j'étais pas là, je sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais je vais reprendre un petit peu. En tout cas, à Lyon, on est créé, l'établissement a été créé depuis 2018. Il est issu d'une expérimentation qui a eu lieu sur 4 autres territoires pendant 6 ans, entre 2012 et 2017, et qui ont une expérimentation qui a fait l'objet d'une validation scientifique et d'une évaluation, on va dire plus précisément. Donc le Chez Soi d'abord, c'est issu d'un mouvement qui est d'inspiration anglo-saxonne, qui vient du Housing First, lui-même qui s'inspire d'un mouvement pour la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis. Donc c'est un mouvement qui a une forte charge politique et une forte logique d'émancipation qui est présente dans son ADN. Et en France, il est décliné selon les modalités de la politique publique dite du logement d'abord, qui est elle aussi une politique de désinstitutionnalisation, puisqu'elle vise à éviter le recours aux institutions traditionnelles pour permettre à des personnes très éloignées du logement d'accéder directement à un logement en leur propre nom, sans passer par des étapes préalables qui seraient préalables et nécessaires. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça donne? À Lyon, on a une capacité d'accueil de 150 personnes avec 3 équipes mobiles qui se déplacent au domicile des personnes. Les personnes accueillies présentent des troubles psychiatriques sévères et sont en situation d'errance. Donc il y a une dimension très sociale et une dimension psychiatrique avec des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, de psychiatres, d'infirmiers et des équipes sociales. Travailleurs sociaux divers et variés. Il y a quelques innovations dans la composition des équipes. Une des principales, c'est que dans le décret visant la constitution de ces établissements est prévue la place des pères aidants dans les équipes, ce qui, je crois que c'est un des seuls établissements où la présence des pères aidants est obligatoire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pour le moment, ça ira. Je reviendrai sur les conditions de la création du comité éthique un tout petit peu plus loin. Merci à tous. Donc, l'idée, c'est de se poser des questions et essayer d'y répondre selon les champs d'action qui viennent d'être décrits. Donc, à la première question, selon vous, tous les 5, comment cela sécurise et donne du sens? Par exemple, à Instance Éthique 43, comment ça se passe? À l'instance éthique 43, je pense qu'on sécurise les équipes qui nous sollicitent par des temps d'échange
Et ces échanges se font entre les professionnels et le comité, voire quelquefois les familles. Et la sécurité est donnée par les avis donnés. On n'est jamais péremptoire, on donne jamais un avis, on donne des propositions d'avis. Et rien que le fait d'avoir ces actions font que les personnes qui nous sollicitent peuvent ramener ça dans leur service et tout le monde acquiesce à la décision ou au moins à la proposition qu'on a faite. Le fait de nous solliciter souvent apaise les tensions qui peuvent exister dans la maison, dans la structure qui est là. On respecte un ordre logique. Alors, juste, moi, je voulais faire un tout petit retour par rapport à la table ronde précédente. Une réflexion que m'a inspiré le débat. Donc, le Chez Soi d'abord, on est organisé dans une logique très, très participative. À titre d'exemple, par exemple, chez nous, c'est les pères aidants qui recrutent les médecins psychiatres. Voilà, pour vraiment que la question de leur légitimité soit jamais posée. Donc, c'est très, très participatif. Et pas un des revers de la médaille, mais en gros... plus on va s'inscrire dans une logique participative, plus des questionnements éthiques vont émerger sous forme de tensions très fortes entre des logiques très gestionnaires, de gouvernance, etc., et puis des logiques très terrain. Du coup, assez spontanément, on va se diriger vers des choses comme ça. Alors, pour répondre à la question du sens, comme on est vendredi après-midi, je me permets d'être feignant et de lire des notes qui ont été prises par la personne qui anime notre comité éthique et qui parle bien mieux que moi. En même temps, il est payé pour ça. Il s'agit de Pierre Vidal-Naquet, c'est un sociologue qui anime nos temps. Et donc, en fait, sa réflexion, lui, elle porte sur le fait que les dilemmes rencontrés par les professionnels ne relèvent pas d'un défaut du programme, comme on pourrait spontanément le penser, mais de paradoxes structurels qui en constituent une condition de possibilité. C'est-à-dire que c'est le programme ici, il ne doit son existence qu'au fait que la société est traversée par des paradoxes profonds, qu'elle exclut en même temps qu'elle cherche à inclure, etc. Et que c'est ce qui fait que le Chez Soi d'abord existe. Donc on ne va pas chercher à le remettre en question, on va essayer plutôt d'accompagner ces paradoxes-là. Et donc, dans ce cadre, les comités éthiques ne visent pas forcément à résoudre des dilemmes, mais à les rendre discutables et à les prendre comme support d'analyse de la complexité du réel, contribuant ainsi à l'émergence d'une éthique de prudence. Donc, là, je viens un peu plus en détail sur nous, les dilemmes éthiques qui nous concernent, nous, le Chez Soi d'abord, qui vont beaucoup tourner autour de la question de l'accès direct au logement pour des personnes qui sont pour le dire un peu vulgairement, des SDF chroniques qui souffrent de gros troubles psychiatriques avec beaucoup d'addictions, souvent voilà, des personnes qui vont parler tout seuls dans la rue, qui sont dans un état de dégradation physique et mentale parfois très prononcé. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif de se dire on va leur proposer directement un logement et on va voir ce qui se passe. Et donc il y a une tension centrale dans les programmes du Housing First. Le logement est certes conçu comme un droit inconditionnel dans son accès, mais en pratique, le maintien dans le logement dépend aussi des capacités du locataire à faire avec les conditions sociales de sa présence en milieu ordinaire. Donc respect du voisinage, entretien du logement, règlement du loyer, etc. Les professionnels se trouvent alors confrontés à une situation où ils doivent finalement conditionner un droit initialement présenté comme inconditionnel. Un tel paradoxe n'est pas à voir comme une anomalie, une incohérence du programme, encore une fois, mais plutôt comme une tension structurante, une fiction utile, pourrait-on dire. Il exprime l'écart entre les principes, l'inconditionnalité, l'autonomie présumée, et les conditions concrètes de leur mise en œuvre. C'est dans cette mise à l'épreuve de ces principes qu'au quotidien se déploie l'action professionnelle. Voilà. Et du coup, le comité apparaît ainsi comme une instance de problématisation, au sens où il rend visibles les tensions et les incertitudes qui traversent les pratiques et en permet la discussion éthique. Dans ce contexte d'incertitude, le comité engage une éthique de type prudentiel, entendue comme une éthique de discernement des conflits de valeurs et des enjeux qui y sont associés. Alors, en protection juridique, les mandataires ils font face à des pressions très fortes, que ce soit de la part des proches, mais aussi du voisinage, des élus,
de tous les services, voire même médico-sociaux qui interviennent. Et c'est vrai que participer à cet espace de réflexion éthique et déposer une situation, c'est se rappeler et se voir confirmer le sens de la mission, à savoir protéger une personne qui a été déclarée en situation de vulnérabilité à l'appui d'un certificat médical et par décision de justice. Et que son métier, sa mission, n'est pas de répondre à des difficultés sur la voie publique, à faire régner l'ordre dans je ne sais quel établissement, à remettre, entre guillemets, les histoires familiales dans le bon ordre. Et voilà, donc déposer une situation, c'est se rappeler quel est le sujet de la mission. Et cette notion de sujet et de se rappeler pour qui on est là, c'est déjà le premier point de départ. Ça permet de retrouver un équilibre et se remettre aussi au centre que la mission première, c'est de respecter avant tout les choix et la volonté de cette personne protégée. Et très souvent, et à tout moment, on peut être amené à d'autres lieux par d'autres personnes qui voudraient autre chose que de respecter ces choix-là. Et puis, se recentrer aussi dans le cadre et la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui est certes, alors il y a tout un débat, on pourra s'en reparler, autour de ce qu'on appelle l'accompagnement social. Donc moi, j'aime à dire qu'effectivement, on fait effectivement un accompagnement social dans le cadre du mandat judiciaire, donc dans un cadre bien précis. Donc c'est vrai que déposer une situation, c'est que effectivement les membres permanents de l'espace de réflexion éthique permettent de rappeler aux professionnels qu'elle est au bon endroit, sur le bon chemin, mais qu'effectivement, elle ne va pas pouvoir raisonnablement répondre à toutes les demandes de l'extérieur parce que ça ne correspond pas au droit. Et ça, souvent aussi, enfin voilà, on parle éthique, on parle droit. On a une magistrate honoraire qui prend régulièrement la parole pour rappeler, mais en fait, ce que vous faites est totalement illégal. Alors des fois, ça assomme un peu au départ, mais ça fait du bien aussi que de se rappeler que ce que nous demandent les tiers n'est pas légal vis-à-vis de la personne protégée. Alors, le sens, là, dans nos comités de réflexion, quand j'en ai parlé avec la psychologue qui a monté le comité et qui est maintenant plus là, mais on a fait le point ensemble, elle me disait, tu sais, c'est un moment vraiment solennel, en fait. C'est 1h30 de poser en équipe multidisciplinaire. Ça nécessite une organisation, des semaines en amont, de trouver le créneau où on va pouvoir avoir peut-être les soignants qui ont été concernés par la situation et puis la présence des autres. J'ai d'ailleurs oublié la directrice dedans, des petites sœurs de temps en temps. Et puis on a une assistante médico-sociale qui est aussi très active dans nos maisons, vu les profils des gens qu'on accueille. Donc vraiment ce côté solennel déjà. Deuxièmement, c'est un espace de pensée offert. En fait, on réfléchit, on ne prend pas la question à la légère, à l'inverse de quand on fait nos transmissions, où des fois c'est un peu déballage, quoi. Là, la question, elle est formulée, elle est vraiment travaillée. On fait attention en fait à ce que chacun puisse vraiment prendre la parole. C'est même un peu obligé en fait. On donne la parole à tout le monde pour qu'ils disent ce qu'ils pensent sur la situation. Et toute parole est prise en compte. On essaye vraiment qu'il n'y ait pas de pondération, que tout le monde soit à égalité. Cette réflexion, donc, elle se fait après en équipe, comme je l'ai dit. Et on a vraiment la sensation que du coup, ça légitime la décision qui est prise à l'issue. Donc c'est une décision, oui, qui est éthique. Alors des fois, j'ose pas trop le dire parce qu'on n'a pas d'éthicien avec nous, mais on essaye de se dire, pour ce problème, en fait, aujourd'hui, pour ce résident, pour cette famille, pour nous soignants, quelle est la moins mauvaise solution ou la meilleure solution possible. Et une fois que cela est acté, en fait, c'est acté. Bien sûr qu'on a le droit de remettre en question, mais pas à la légère, en fait. Donc, c'est pour ça que ça sécurise beaucoup derrière l'exercice qu'on va pouvoir avoir
du questionnement. Ok, donc a priori, on pourrait se dire que quels que soient les lieux où on exerce, cette réflexion éthique va sécuriser et de redonner du sens aux professionnels qui vous saisissent. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en même temps, je relativise un tout petit peu dans le sens où, par exemple, pour participer à tous les comités éthiques de mon institution, j'ai pu ressentir énormément de frustration à beaucoup d'occasions, puisque nous, on a finalement abouti à la décision qu'aucune décision ne serait prise en comité éthique, alors que c'était une des attentes initiales. Et donc là, c'est juste pour nuancer et dire que la sécurisation, elle n'est pas forcément là où on va l'attendre. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on nous a dit, mais n'attendez pas d'une institution externe qu'elle soit capable de prendre la bonne décision ou une décision qui serait éthique au sens plein du terme, c'est-à-dire juste, presque inattaquable et pure, quoi. Et au contraire, aujourd'hui, l'instance éthique telle qu'elle fonctionne chez nous, c'est qu'elle va au contraire pointer tout ce qui est dissonant, tout ce qui est contradictoire dans ce qu'on cherche à mettre en œuvre, juste pour nous permettre d'être dans un processus éclairé lorsqu'il faudra qu'on prenne la décision in fine, mais qui reviendra aux équipes. Donc, certes, ça donne du sens, mais ça ne vient pas tout seul. Là, ce que je viens de dire en 5 minutes, ça a été 3 ans de travail, 3 ans de frustration et d'énervement à me dire, mais ça ne sert à rien ce truc. Enfin, voilà. Je pense que la nuance que tu évoques, c'est ce qui est important de souligner, c'est ce qu'a dit Marie-Noël et Jacques tout à l'heure, ce qu'on nous ont dit, c'est un espace, un lieu, un comité d'éthique n'est pas là pour poser une décision. Je crois que c'est cette nuance que tu viens d'affleurer, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans quelque chose qui sera un avis, une réflexion portée par dans un cadre pluriprofessionnel qui permettra à un moment ou à un autre à l'équipe qui nous a saisis de pouvoir apporter des éléments complémentaires de la situation qu'on n'avait pas imaginée et dans un cadre qui est différent et d'où l'intérêt peut-être qu'on discutera de l'intérêt des comités d'éthique extérieurs aux structures ou intérieurs aux structures. Ça peut être une discussion par la suite. J'avais une deuxième question qui est un peu semblable à celle, qui se rapproche de celle qu'on vient d'évoquer. Finalement, pourquoi est-ce qu'on crée des espaces, des lieux pour réfléchir au dilemme? Alors, on va parler de la table ronde d'avant un peu. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à se dire l'organisation du travail, l'organisation hiérarchique, l'organisation structurelle ne laisse-t-elle pas un espace où il y a des questionnements auxquels on ne peut pas traiter? Qui veut prendre la parole? Pardon. Je ne prenais pas la parole pour tousser. Oui, tu reprends le point de départ qu'on avait vu. D'abord, pour nous, pourquoi des comités d'éthique pour les professionnels? Puisque j'ai envie de centrer mon propos vraiment par rapport aux professionnels, qui est le thème de cette journée de réflexion. Je crois qu'effectivement, c'est un constat d'isolement. Alors, on l'a dit tout à l'heure qu'on ressent essentiellement pour les professionnels de ville. Et quand on parle des professionnels de ville, on parle des auxiliaires de vie, mais on parle aussi de tous les libéraux qui interviennent. Moi, j'ai été frappé on parlait ce matin d'un terme que j'aime bien, qu'on n'a pas utilisé, qui est le terme de compagnonnage dans nos professions. Moi, je suis frappé dans notre comité à plusieurs fois. On a eu des demandes de saisine par des jeunes médecins traitants qui étaient complètement déstabilisés et très mal sur les décisions qu'ils avaient à prendre parce qu'éthiquement, ils ne savaient pas comment faire. Et ils n'avaient aucun lieu où ils pouvaient, à l'hôpital, on peut le partager avec ses collègues, avec son service. Là, ils n'avaient personne pour partager. Donc pour nous, c'est vraiment un lieu qui doit pallier à l'isolement des professionnels de santé. Par là même, j'espère, un petit peu jouer en termes de bientraitance. L'autre point que je voulais soulever aussi, c'est que lorsqu'on a des saisines, la saisine est
tourner essentiellement, on demande aux gens de noter, après les faits, de noter la question éthique qui se pose. Et la question éthique est classiquement par rapport aux grands principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice, etc. Et la question est pratiquement toujours tournée par rapport à la personne concernée. Le malade, le résident, le client, on l'appelle comme on veut, mais la personne concernée. Et on se rend compte que bien souvent dans notre avis, il y aura tout un paragraphe qui sera sur la question de la bienveillance vis-à-vis des professionnels. Et très souvent, j'ai l'impression qu'effectivement, les professionnels sont en souffrance sur cette problématique-là. J'allais dire très éthiquement, ils nous l'annoncent comme la problématique éthique pour la personne qui s'accompagne ou qui soigne. Mais en fait, ils ont un grand besoin qu'on puisse essayer d'avancer sur la bienfaisance par rapport à eux, le risque de malfaisance vis-à-vis d'eux. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur les... On suit l'ordre. Alors, je rejoins vos propos, Jacques, sur la question de l'isolement. Et ce qui est drôle, c'est que la réalité qui existe pour la médecine de ville, par exemple, elle peut être transposée pour des équipes pluridisciplinaires qui sont organisées en multiréférence. La multiréférence, c'est-à-dire que nous, les 150 personnes suivies, il n'y a aucun professionnel qui est référent à titre unique d'un dossier, enfin d'une personne suivie. C'est tout le monde s'occupe de toutes les situations. Donc, toutes les informations sont partagées en permanence avec des outils de communication, etc. On a un cahier des charges très précis qui nous décrit très précisément toutes les conditions de prise en charge, comment on doit accompagner le public, avec un réseau national très structuré, un soutien très fort des financeurs, etc. Et donc, malgré le fait qu'on baigne dans un bain comme ça de réseaux, de collègues, d'équipes, il y a quand même un très fort sentiment d'isolement. Donc, il est propre à la fonction plus qu'à une question d'organisation, au final. Et donc, c'est un des ressorts principaux qui, nous aussi, nous a poussé à monter un comité éthique. La deuxième motivation, c'était sur la question de pouvoir prendre des décisions difficiles, mais je vous ai exposé avant que finalement, cet aspect-là, on l'a laissé tomber. Et le troisième aspect, c'était de créer du commun entre les membres du groupement de coopération sociale et médico-sociale qui portent le Chez Soi d'abord à Lyon, qui regroupe plusieurs associations et ou fondations comme la RHM, l'association LEMA, l'INEA, Acolea, etc. Et qui sont toutes des institutions qui portent des dispositifs de logement d'abord. Et donc, on a eu la volonté de rassembler toutes ces équipes-là, puisque dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, il est recommandé que les comités éthiques soient inter-établissements. Et donc, tous les établissements qui sont d'orientation logement d'abord au sein de ces structures participent à ce même comité éthique. Et là, un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, mes séances préférées, c'est quand c'est un établissement d'une association, du groupement qui présente une situation. C'est-à-dire que ce n'est pas mon équipe qui présente, c'est là où c'est le plus riche d'enseignement, c'est là où on a le plus de recul à chaque fois, etc. Alors, moi, je vais avoir un angle d'attaque un peu différent. Pour ne pas parler d'isolement, bien au contraire. Je pense que ce qui vient impacter la nécessité du questionnement éthique aujourd'hui en PJM, c'est d'une part toutes les évolutions législatives. Parce que finalement, entre guillemets, et pour la faire courte, on ne parle de la protection de la personne que depuis le 1er janvier 2009 avec la loi de 2007. Donc, j'ai envie de dire, dans notre domaine, c'est relativement récent. Même si on accompagnait les gens précédemment, la loi de 68, elle ne parlait que de la protection des biens. Donc effectivement, je ne dirais pas que c'est une donnée nouvelle pour nous, voilà. Mais en tout cas, le cadre juridique est complètement différent avec des choses qui s'imposent à nous dans le respect du droit de la personne protégée. Et je crois que c'est vraiment ça la première évolution. Et alors c'est vrai qu'entre 68 et 2009, il ne s'était rien passé, mais alors depuis 2009, je dirais que nous avons rarement eu une année où d'autres
évolutions législatives ne sont pas venues impacter de nouveau le droit dans notre domaine, entre effectivement le droit de vote, le droit au mariage, et j'en passe encore, et toutes les évolutions qu'il y a eu dans bien d'autres domaines. Ce qui fait que la place et le droit de la personne protégée dans notre domaine en termes de droit, il y a eu aussi des modifications sur la santé qui dit que même une personne en tutelle, effectivement, a le droit de choisir dans la mesure où elle est en capacité d'exprimer ce choix. Donc, c'est tous ces changements législatifs qui sont venus nous impacter notre façon, en fait, de travailler. Et au contraire, moi, je ne parlerai pas d'isolement parce que pendant, justement, et grâce à la réforme de 2007, et on a la chance de le dire, même si l'avenir est un peu plus nuageux, on va le dire comme ça, on n'a plus du tout les mêmes moyens financiers, et grâce à ces nouveaux moyens financiers, les associations tutélaires et services tutélaires se sont structurés, et effectivement l'encadrement, les réunions d'équipe, l'analyse des pratiques professionnelles, tout ce qu'on n'avait pas il y a 25 ans est en place, et effectivement autant on pouvait se sentir isolé il y a 20 ans, autant je pense que les professionnels de maintenant, c'est moins le cas dans nos organisations. Et puis l'autre point que je voudrais aborder, et on l'a évoqué ce matin, c'est quand même l'impact des changements dans les organisations de tout. Alors, notre magistrate honoraire n'aime pas du tout ce terme, mais de tous nos partenaires, à savoir les soignants qui ont dû se recentrer avec les financements, etc., sur leur mission première. Je parle des soignants, mais je parle des aides à domicile, je parle des éducateurs à qui on a demandé de répondre à des normes, à des critères, à des évaluations, etc. Et tous les trous qui se sont formés, effectivement, se sont reportés sur ce tuteur, sur ce curateur qui a cette mission de protéger. Et ce terme de protéger, il n'a pas la même valeur pour tous. L'attente des tiers est importante, comme je le disais. Et effectivement, partout où des trous se sont formés dans la raquette, on reporte sur les services mandataires de dire mais que fait le curateur quand il n'y a pas ci, quand il n'y a pas ça, etc. Donc c'est vrai que, et sur les organisations de travail, sur les 35 heures, sur le télétravail, etc., sur tous les changements organisationnels, sont venus impacter directement les services de protection juridique des majeurs. Donc la question éthique, maintenant, elle est au centre de tout ça. Alors, à l'EHPAD, historiquement, il y avait une clé, c'était un vrai comité local d'éthique avec une éthicienne, des représentants du culte. J'ai participé une seule fois, donc un peu plus comme ce que vous décrivez des comités externes, en fait. Je pense que des fois, on avait la chance de l'avoir une fois par an, ou peut-être deux. Et puis après, c'est comme tu dis, nous, on a aussi eu l'incitation, puis l'obligation légale de faire rentrer l'éthique dans les EHPAD. Donc, c'est quand même vraiment ce qui a mobilisé les directions des petites sœurs d'aller dans cette voie-là. Certains établissements choisissent de cocher la case... on a une pratique éthique en envoyant le médecin co, la psycho dans des comités en fait externes, ce qui est bien aussi. Je participe de temps en temps. Ça permet de se nourrir, de se rassurer, de voir que les problématiques sont similaires ailleurs et de voir finalement certains aussi défauts de nos fonctionnements qui nous ramènent dans des situations conflictuelles. Donc voilà, ça je trouve ça très bien. Mais là, encore une fois, avec ces comités de réflexion éthique interne, l'idée était tout autre. L'idée était de faire rentrer, alors c'est un peu pompeux, mais l'éthique quotidiennement dans la réflexion en fait des soignants. C'était de sortir de raisonnements individuels, des fois très bien argumentés, mais qui ne conviennent pas, de prendre de la hauteur et de savoir en fait... partager vraiment et surtout se questionner en fait, pas être par rapport à une toilette qui doit être faite normalement parce que les bonnes pratiques c'est de faire la toilette. Avec les populations que l'on accueille, on a des gens qui viennent de la rue, le rapport au corps est pas évident et le rapport au corps d'un tiers est encore moins évident. Donc la priorité n'est peut-être pas à faire la toilette, mais ça, quand on sort de l'école ou
ou peut-être d'autres endroits et qu'on est soignante, et ben, être une bonne soignante, c'est de le faire. Donc, vous voyez, c'est amener en fait ce questionnement, permettre ce questionnement et après le légitimer pour une pratique vraiment à l'intérieur. Et on en est venu à créer dans nos transmissions, on a une cible en fait éthique et bientraitance, où on peut avoir un questionnement qui est soumis, puis après on y réfléchira, ou les conclusions d'un questionnement, parce que nous, finalement, on répond à la question qu'on essaye de poser. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, dans notre trame de réflexion, on pose la question tout le temps, le pour et les contre pour le résident, et on a vraiment le parallèle avec le pour et le contre pour le professionnel. Les deux se réfléchissent en même temps, et notre décision vient de ce tableau qui, des fois, nous paraît un peu étrange, mais finalement qui nous aide à répondre. Voilà. Alors, vous avez tous relaté des expériences de comité, d'instances ou de lieux de réflexion. À votre avis, est-ce qu'il existe des limites à ces comités? Et s'il en existe, je pense qu'il en existe. Si oui, lesquels? Et s'il n'y en a pas, donnez-nous votre recette. Certes, il y en a. Alors, il y en a un certain nombre qu'on avait un petit peu essayé d'anticiper en travaillant, en voyant un peu comment se passaient les différents comités d'éthique, notamment à domicile. On a essayé d'amener des semblants de réponses, et puis il y en a d'autres où on n'arrive pas à amener les réponses. Une première limite, je dirais, pour moi, c'est une limite sémantique. On n'est aujourd'hui pas très clair sur les termes de comité d'éthique, d'instance éthique, d'espace éthique, de groupe de réflexion éthique, et je dois en oublier plein. Le seul point commun, c'est qu'il y a le mot éthique dedans. Nous, on a un petit peu le sentiment que plus il y a d'établissements et de lieux qui peuvent avoir des groupes, des lieux de réflexion éthique, et plus c'est important et mieux c'est. Et dans ces lieux de réflexion, tous les professionnels, à mon avis, y ont leur place. Après, nous, on est assez attachés au fait, et on l'avait souligné tout à l'heure, que ce qu'on appelle un comité d'éthique, qui va rendre des avis consultatifs, doit quand même répondre à un certain nombre de critères en termes de pluriprofessionnalité, en termes de formation de ses membres, vous l'avez souligné. Donc nous, c'est soit le DU d'éthique, soit des formations de plusieurs jours. Mais moi, j'ai trop entendu des gens dire « Ah oui, c'est super l'éthique, je voudrais bien venir dans votre comité, j'aime bien l'éthique. » Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Venez dans l'association, mais le comité, c'est plus compliqué que ça. Et pour nous, c'est vraiment, donc c'est le terme de formation, de qualité de formation qui me paraît important. On rend quand même un avis qui n'a pas de valeur légale, mais quand même qui a son importance, et il est important de ne pas dire n'importe quoi. De la même manière, je pense que dans les établissements, lorsqu'on a des gens qui vont être au comité parce qu'ils sont représentants de telle catégorie professionnelle, c'est bien s'ils ont été formés. Sinon, avoir un ensemble de représentants d'eux qu'il faut au comité, à mon avis, c'est discutable. Autre limite qu'on a, nous, dans notre comité, qui pour nous est à la fois une force et une faiblesse, c'est qu'on soit professionnel ou non professionnel, on est tous bénévoles. Ça veut dire qu'on intervient, les réunions se font le soir à 18h après le travail, dans un lieu neutre. Donc je pense que c'est une faiblesse parce que ça fait 4 ans que ça tourne bien, mais peut-être que les bénévoles, il y a un risque d'épuisement, on essaie de bien recruter. Mais c'est en même temps une force parce que c'est une indépendance qui est vraiment importante par rapport à l'institution. Autre limite qu'on voit souvent dans les comités où on a essayé de travailler contre, c'est la question de la réactivité. C'est-à-dire que moi, j'avais trop souvent entendu dire « Oui, on va demander l'avis au comité, mais leur prochaine réunion, on est au mois de mai, elle est le 14 juillet, et d'ici là, la problématique, elle sera passée. » Si on est sur des problématiques concrètes. Quand on est sur une question de plus de fond, c'est pas pareil. Donc nous, on a choisi de se réunir tous les 15 jours. S'il n'y a pas de saisine, on dit aux membres, bon, c'est bon, pas de réunion. Souvent, il y en a une ou deux, donc ça nous occupe bien entre 1h30 et 3h. Ce qui permet de garantir aux gens, aux professionnels, que sous 15 jours, 3 semaines, on pourra leur apporter une réponse à leurs problématiques. L'autre limite que je vois, où là on est un petit peu plus discutable, c'est la limite de l'accréditation.
C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où plein d'établissements avaient besoin de l'accréditation et finalement de signer une convention avec un comité d'éthique, c'est bien vu ça. Hein, plein de cadres, vous imaginez. Donc, du coup, on en a 55 qui ont signé. C'est pas mal. Hein. Seulement sur les 55, il n'y en a que 25 pour l'instant qui nous ont soumis des saisines. Alors 25, c'est pas mal. Hein. Ça nous fait bien assez de boulot. Mais moi, ça m'interpelle quand même sur 30 établissements qui ont effectivement signé avec nous, qui ont payé les 100 € pour être membres de l'association, mais qui, pour l'instant, n'ont pas fait signe. Alors peut-être qu'ils n'ont pas de problème, peut-être ça viendra. Souvent, on se rend compte qu'il faut relancer, il faut refaire il faut réexpliquer. Et puis quand on a lancé le truc, après, ça marche. Mais ça, c'est une de nos interactions, c'est une des questions qu'on se pose actuellement. Et puis la dernière limite, pour ne pas être trop bavard, la dernière limite que je donnerais, c'est que pour nous, c'est vraiment important, et vous l'avez souligné, que le comité d'éthique ne soit pas une bande d'intellos. Donc on a vraiment des gens de toutes les professions. Bon, il y a autant d'aides-soignantes que de médecins, par exemple, dans notre comité. Et puis, je pense à, vous l'avez souligné au niveau de l'hôpital, un exemple qui me vient en tête d'une saisine qu'on a eue, d'une auxiliaire de vie dont la problématique était qu'elle elle venait de donner des soins à une dame qui avait plus de dents et qui avait des dentiers. La dame refusait qu'on lui mette ses dents, ce qui est classique. Hein. Donc, elle sentait bien que c'était douloureux si elle forçait pour les mettre, et si elle ne les mettait pas, elle se faisait engueuler par la fille qui venait avant en disant « Et la dignité de ma mère, vous en faites quoi hein ?» On n'est pas d'aussi, c'est du classique. Mais ça, pour arriver à faire comprendre aux auxiliaires de vie et aux aides-soignants des EHPAD que c'est de l'éthique, et que ça, ça vaut le coup de se mettre autour d'une table. Et puis après, s'ils ne remettent pas le dentier parce qu'elle sera peut-être moins belle à voir, mais elle n'aura pas souffert, il y a un comité d'éthique qui aura dit vous avez été juste dans votre prise en charge. Et du coup, ça les aidera. On va changer. On change. Ça va être rapide. Les limites que nous, on a identifiées, c'est premièrement le temps. Dégager 7h30 pour une quinzaine de personnes, des fois c'est la quadrature du cercle. Et puis des fois c'est la déception en fait, parce qu'on a tout organisé et puis paf, il manque une soignante à l'étage, donc la fille ne peut pas se libérer et tout. Donc voilà, ça c'est la difficulté. Il y a aussi le temps au préalable pour organiser cette réunion, parce qu'il faut aider à la formulation de la question, il faut documenter avec les textes de loi qui se rapportent à la problématique, aux textes de bonne pratique. Donc voilà, c'est de la biblio, il faut travailler. Et puis, il faut régulièrement reprendre son bâton de pèlerin pour questionner les équipes, pour pas que les questions elles viennent toujours des mêmes, et voilà, de l'encadrement, ce qui n'est pas très intéressant. Donc là, dernièrement, Victoire, il y avait une question comme ça qui a émergé. La deuxième limite qu'on se pose des fois, c'est la continuité de pensée. Parce que quand on est tous ensemble et qu'on réfléchit, franchement, il y a quelque chose qui se passe et on va vers quelque chose. Mais ce quelque chose, une fois qu'on l'a un peu touché du doigt, voire atteint, cette décision, on a à cœur en fait qu'elle ne meure pas. Et comment on continue à la porter avec le turnover soignant, avec ces difficultés-là en fait. Et puis, moi, je mets un bémol quand même. C'est compliqué, ça. C'est les différences de statut hiérarchique. En fait, on a bien envie d'enlever tout ça, mais finalement, c'est compliqué dans la réflexion à la fin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse avoir un avis qui soit peut-être prépondérant sur les autres. Et c'est même pas forcément l'avis de la personne, mais c'est dans le raisonnement. Alors peut-être qu'il faut qu'on pratique et que tout le monde va se rôder à ça. Mais vous voyez, c'est quand même des raisonnements intellectuels. Et quand on est en face de notre tableau, là, est-ce que pour le résident et tout, déjà comprendre la question. Et donc voilà, des fois on se dit, moi je me dis, il y a eu une situation où la hiérarchie l'a un peu emporté. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage, parce que pour moi, c'est pas du tout le but, en fait. Voilà. Alors, de notre côté, c'est plus rappeler sans cesse aux salariés l'existence de l'instance, à quoi ça sert, surtout de rappeler, de recentrer sur
Cet espace, c'est un questionnement professionnel avec le cadre juridique et les 4 lois éthiques. Et effectivement, je rejoins mon collègue sur le fait qu'ils ne peuvent pas en attendre des réponses. Voilà. Donc, éviter la frustration, donc bien les continuer à tenir ce discours en amont en disant vous ne ressortirez pas avec des solutions toutes faites et des réponses à vos questions. Vous repartirez avec plein de questions, comme leur dit Pierre. Vous allez en poser une et vous allez repartir avec plein. Voilà. Mais c'est aussi la pérennité des membres, vous l'avez redit, un certain nombre d'entre eux sont des bénévoles. Nous avions été agréablement surpris parce que quand on s'est lancé dans le montage, on nous avait prévenu en nous disant le plus compliqué, c'est de trouver des personnes qui vont accepter de donner de leur temps. Souvent des gens qui sont déjà au départ plutôt investis dans leur mission première, déjà dans leur profession et dans plein d'autres lieux. Et pour autant, voilà, on a réussi à réunir ce très beau groupe. Donc c'est comment aussi on pérennise. Et puis vraiment, c'est voilà, cette difficulté à aller plus loin, à ne pas rester dans cet espace et de pouvoir diffuser à l'extérieur ce qui se fait pour que ça ait un impact beaucoup plus grand. Mais ne serait-ce que déjà à l'intérieur de nos équipes, on ne fait pas un retour systématique après chaque instance. Donc voilà, cette difficulté à faire vivre cet espace sur ce qui s'y passe et pouvoir continuer à donner envie aux salariés de venir déposer les situations. Oui, je vous rejoins, mais plus sous l'angle de la question de l'appropriation. C'est-à-dire que nous, chaque comité éthique fait l'objet d'un compte-rendu assez bien fait. Et pour autant, on se pose toujours la question de savoir comment les professionnels s'en emparent, s'en inspirent, le mettent peut-être même en débat entre eux, après le commentent, enfin le soir à la veillée. Voilà, donc ça c'est l'utilité profonde de ce dispositif, elle se pose. Après, moi j'ai une question en fait pour Jacques, mais ouais, c'est pas prévu, mais non, mais la question de la temporalité, moi, elle me pose vachement question, c'est-à-dire est-ce qu'une question urgente à laquelle il faut répondre rapidement, est-ce que c'est vraiment une question éthique ? Parce que moi, j'ai presque on est souvent confronté à ça aussi, hein, c'est-à-dire que nous, c'est tous les 3 mois le comité éthique. Du coup, il y a une question qui va se poser, et le jour où le comité éthique arrive, ça fait un peu pchit, parce que c'était il y a 2 mois qu'on avait le problème, etc. Et est-ce qu'une question éthique, c'est pas une question qui reste dans le temps, qui pose problème tout le temps ? Voilà, on torpille l'organisation. Oui, très rapidement, je vais bien répondre. Moi, je crois que de toute façon, la question concrète va se poser pour les professionnels. Donc, on l'appelle éthique, on l'appelle pas éthique, mais globalement, où on leur aura permis d'avoir un temps de réflexion avec des gens qui vont leur permettre de prendre un peu de recul selon les principes éthiques et selon plein d'autres choses. Et ils prendront leurs décisions qu'ils auront choisies en ayant cette information-là. Soit ils la prendront parce que ça attendra pas. Hein, quand vous avez un résident, est-ce que je maintiens la contention au fauteuil ou pas ? C'est demain qu'il faut la décision. C'est pas dans 2 mois. Donc ils feront en général pas trop mal, mais comme ils pourront. Et on arrivera un peu tard. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on voit ça. Si on veut vraiment. Alors si on est effectivement. Après il y a des questions éthiques de fond où on a plus de temps. Mais lorsqu'une équipe ou les professionnels ont vraiment une question très 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 concrète, on essaye. Alors j'avais un copain, je me souviens, qui a fait le DU d'éthique avec moi, quand je disais ça, il me disait mais on n'est pas SAMU éthique. Non, on n'est pas SAMU éthique, certes, mais quand même, voilà, hein, c'est comme les médecins traitants. Si vous avez une otite et que vous avez dans 15 jours la consultation, vous n'êtes pas très content. Peut-être rajouter une précision par rapport à ta question, Romain, c'est de se dire qu'on a quand même un peu l'habitude de se dire qu'en éthique, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence de l'éthique. Mais néanmoins, dans ce que vient de dire Jacques, il y a quand même quelque chose autour du fait que si une équipe sollicite un comité d'éthique, c'est aussi parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle est face à un dilemme et qu'elle ne peut ou a des difficultés à mener son action. Donc l'idée, c'est que ce lieu de réflexion éthique soit un lieu qui soit un service rendu aux professionnels dans l'action. Donc si on leur dit c'est dommage, la réunion était la semaine dernière, revenez dans 2 mois, c'est sûr qu'on va passer à côté des choses.
les modèles que exprime Jacques ou ceux qu'on peut expérimenter ailleurs, c'est qu'il y a des réunions calendaires, il y a des réunions fréquentes chez Jacques et Marie-Noël, il y a des réunions calendaires dans certains comités d'éthique, et j'en atteste, qui sont aussi en capacité de pouvoir faire des comités d'éthique exceptionnels en réactivité avec une question qui est posée par une équipe qui a besoin qu'on la rassure, qu'on l'accompagne, qu'on l'emmène vers une autre voie s'ils n'y ont pas pensé. Donc les formules sont vraiment à adapter. Un dernier petit mot par rapport à ça, mais juste pour relativiser, je vais faire mon Pierre Vidal-Naquet, mais les professionnels, tu parlais de la contention, mais les professionnels sont confrontés à des dilemmes éthiques 45 fois par jour. Voilà. Et donc, c'est là aussi où je questionnais l'urgence, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est peut-être l'effet de répétition de toujours la même question, et que voilà, si elle ne se résout pas, parce que les professionnels sont des grands débatteurs éthiques en eux-mêmes. Là, on est presque à la fin. Hein. On va poser des questions à la salle. Voilà. OK. Il y a des questions alors sur cette question d'éthique. Avez-vous des questions éthiques? Bon. Peut-être juste un petit mot de la fin, parce que je pense que c'est important dans tout ce qu'on a entendu ce matin, je pense qu'on a vraiment parlé du bien-être au travail, du sens du travail, de faire que les professionnels puissent trouver effectivement de quoi être soutenus, nourris par les institutions ou même ceux qui sont seuls dans leur exercice libéral. J'ai envie de dire que la réflexion éthique, qu'elle soit externalisée, internalisée, instrumentalisée par les certifications, on vient de le dire, qu'importe, mais ce qui est le plus important à notre avis, c'est qu'il faut que cette réflexion éthique, elle existe dans nos pratiques du soin et de l'accompagnement, parce que sans ça, on serait vraiment en difficulté. Et en tout cas, vous y êtes confrontés tous les jours, mais lorsque le dilemme est particulièrement important, il est urgent de pouvoir se référer à une instance. Merci. Question. Bonjour, moi je dirige un établissement qui accueille de jeunes adultes autistes sévères et très sévères, qui sont non-verbaux. Et je voulais juste abonder dans tout ce que vous avez dit, notamment le docteur de Diane, parce qu'on se rapproche un petit peu du mode de fonctionnement de l'EHPAD, il y a pas mal de similitudes. Et nous, ce qu'on constate, c'est que c'est difficile de mettre en place un comité éthique donc, qui est obligatoire aujourd'hui pour nos établissements, et que c'est d'autant plus difficile d'arriver à des conclusions quand on n'a ni juriste, ni philosophe, ni médecin à disposition. Donc, effectivement, et c'est là où je rejoins le docteur de Diane, on identifie un sujet, et puis on travaille pour essayer d'en faire quelque chose qui tienne à peu près la route en termes de propositions, tout en amenant nos collaborateurs à réfléchir sur cette thématique, qui n'est pas toujours évident, parce que c'est des sujets sur lesquels ils ne sont pas toujours prêts à s'exprimer, ou sur lesquels ils ne pensent même pas forcément à s'interroger. Et pour autant, c'est des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Je pense notamment à notre dernière réflexion éthique qui portait sur la sexualité de nos jeunes adultes. Et donc, pour répondre à la question, en tout cas à mon niveau, oui, ce sont des espaces qui soutiennent, qui sécurisent, qui redonnent du sens aux équipes, dans le sens où ça permet de s'exprimer. Ça rejoint aussi les sujets dont on a parlé lors des conférences précédentes. C'est un espace où on peut parler, où on peut aborder des problématiques qu'on n'abordera pas à un autre moment, et où ça amène tout le monde à réfléchir, à se poser des questions et en arriver à défaut d'une conclusion, en tout cas bien souvent des outils à mettre en place. Et c'est déjà pas mal. D'autres questions? Non? Bon, si.
Bonjour, merci. Je m'appelle Charline Duprat, je suis conseillère technique au CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais une question pour Instance éthique 43. Si j'ai bien compris, vous dites que quand vous avez un sujet à traiter pour une instance, vous demandez aux membres de l'instance en amont de se documenter sur la thématique, c'est ça? Non, pas tout à fait. On leur demande de nous présenter, souvent par mail, hein, la question, et on essaie de leur demander, ils font le factuel, et quelle est pour vous la question éthique qui se pose? Mais c'est tout. D'accord. À partir de là, on regarde le sujet, et je dirais, c'est notre richesse quand même, c'est de répondre en 15 jours, dans ces cas concrets et rapides, même si on a d'autres sessions de réflexion sur d'autres sujets, mais on répond assez rapidement. On reçoit les gens en présentiel, parfois en visio, et on discute. On a 1 heure, 1 heure et demie de discussion avec l'équipe pour discuter. Et après, nous, on se retrouve pour donner un avis ou pour donner des voies de sortie qu'on leur envoie le lendemain, enfin, dans les 3-4 jours qui suivent. Merci.